Là, on est vraiment au plus près d'une défaite tactique sur le champ de bataille, et même d'une défaite stratégique. Et on ne sait pas comment réagir quand quelqu'un d'autre nous impose les conditions. On voit bien que Trump s'agite dans tous les sens. Son message sur Truth Social hier soir, puis un autre dès ce matin, complètement déconnecté de la réalité, en train de chercher désespérément un moyen de sauver les apparences. Et je suis d'accord avec toi, malheureusement, sur ce chiffre incroyable. 70% des gens pensent qu'on est en train de gagner la guerre. C'est uniquement à cause de la propagande relayée par les grands médias américains qui reprennent ce que dit l'administration et leurs alliés habituels. Et ça, c'est vraiment inquiétant. Mais si ça lui permet d'éviter d'aggraver cette défaite et de faire une bêtise, comme relancer une guerre ouverte, parce que je sais, c'est sûr, qu'il y a des gens autour de lui qui lui crient de le faire. Du genre, « Monsieur le Président, vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas montrer une telle faiblesse. On ne s'en remettra jamais. Ça va vous coûter, et on peut remplir toutes les cases de leurs arguments. Il faut y retourner. On peut le faire. » Ils bluffent. Ils n'ont pas la puissance pour aller au bout. Vous voyez très bien le scénario. Alors la vraie question c'est, est-ce que Trump va céder à ça? Est-ce qu'il va écouter ces mêmes personnes? Et je vous le dis, ça se passe en coulisses. Monsieur le Président, on vous verra comme l'un des présidents les plus faibles de l'histoire américaine. Si vous cédez face à l'Iran, au petit Iran, et qu'on y va, qu'on bombarde, puis qu'on s'en va, la queue entre les jambes. Tout le monde va le savoir. Ce sera embarrassant. On ne pourra plus faire affaire nulle part. Ça va mal tourner. C'est ce qu'ils diront. Et lui, il pourra se dire « Oh mince !» Vous savez, il se nourrit de cette image du vainqueur, du roi, du Dieu qui commande, celui que tout le monde adore et couvre d'éloges. Et là, il ne peut plus. J'ai peur qu'il cède à cette pression et qu'il se dise « Eh bien, je ne peux pas passer pour le méchant. » Je ne sais pas comment tout ça va finir. Vous voyez, tout est possible. Avec ces 70%, il pourrait relancer la machine de propagande et présenter les choses comme ça. Alors j'espère qu'ils essaieront, parce que l'alternative serait terrible pour la région, pour l'Asie, pour l'Europe et bien sûr pour les États-Unis. Donc j'espère vraiment qu'on suivra cette voie. Donc il a deux options. Premièrement, il peut admettre la défaite, s'en aller, passer à autre chose et essayer de présenter ça comme une victoire, tout en sachant que c'en est une de défaite. Et d'un point de vue historique, ça aura vraiment mauvaise allure. Mais ça ne correspond pas à sa personnalité. C'est là que ça devient compliqué, comme vous le disiez. L'autre option, c'est de transformer ça en vraie victoire. Quelque chose que même ceux qui ne font pas partie des Américains moyens, les 74% d'Américains qui pensent déjà que c'est une victoire, puissent voir comme tel. Et il a un chemin pour y arriver. Je sais que je l'ai déjà dit, mais s'il se concentre vraiment sur les intérêts des États-Unis, s'il laisse à l'Iran plus d'influence sur le détroit d'Ormuz, s'il leur permet de prélever des frais pour que les États-Unis n'aient pas à payer de réparation pendant un certain temps, et qu'ensuite, il commence à lever les sanctions. Au fait, il y a des informations selon lesquelles tout ça ferait partie de l'accord. Ces informations font partie des négociations en cours. D'après Axios et Reuters, les discussions entre les États-Unis et l'Iran seraient proches d'un accord d'une page pour mettre fin à la guerre. Un projet d'accord prévoirait une pause des combats, le gel de l'enrichissement nucléaire iranien sous des inspections plus strictes, un allègement de certaines sanctions américaines et la réouverture du détroit d'Ormuz avec la médiation du Pakistan. Donc, s'il assouplit vraiment les sanctions, c'est clairement une victoire pour l'Iran et aussi pour les États-Unis qui pourraient reprendre des affaires avec Téhéran. Peut-être que ce n'est pas idéal pour le Golfe, où je vis, mais le reste du monde ne voit pas d'inconvénient à ce que l'Iran garde des sanctions tant qu'ils gèlent leur programme nucléaire.
Le grand perdant dans tout ça, c'est Israël. Et si cet accord est signé, il sert en réalité les intérêts de tout le monde. Mais Israël? It does work for everyone's interests but Israel, and that could be a win for him, a genuine win for him. Et ça, ce serait une victoire pour lui, une vraie victoire. Parce que ça montrerait que les États-Unis prennent une décision au détriment d'un allié qui a profité du pays. Et pour ça, je lui tirerai mon chapeau s'il réussit à le faire. Je sais qu'il subit énormément de pression, et on a vu tout le contraire ces derniers mois, surtout avec cette guerre. Mais il a cette opportunité. Et si on regarde les signaux qu'on a vus au début de cette interview, des sources israéliennes disaient « Ah, on ne savait pas qu'un accord approchait. On ne savait même pas qu'il allait arrêter l'opération Freedom. » Donc il semble prendre des décisions de manière unilatérale. Et je pense que seul le temps dira s'il tiendra bon sur ses décisions ou si la pression sera trop forte. Tu sais, le seul point de ton analyse avec lequel je ne suis pas d'accord, c'est quand tu dis que ce serait mauvais pour Israël. Ce serait mauvais pour Benjamin Netanyahou. Mais ce serait bon pour Israël, parce qu'ils n'auraient plus à encaisser de missiles en pleine figure. Leurs usines de dessalement ne seraient plus touchées. Ni, Dieu nous en garde, d'autres installations comme certaines centrales nucléaires. Je ne sais pas ce que l'Iran ferait s'ils étaient frappés, si leur énergie était visée. Israël, lui, n'aurait plus à subir tout ça. Maintenant, ils ont beaucoup de démons à affronter, beaucoup de squelettes dans le placard. Ils n'auront plus la même impunité, en tout cas, en faisant ce qu'ils font en Syrie, au Liban et en Palestine. C'est là que les limites vont apparaître. Ils ne seront pas l'hégémon qu'ils voulaient devenir, pas la puissance dominante dans la région. C'était leur objectif. C'est ce dont Netanyahou parlait. Nous ne sommes plus une superpuissance régionale, ni une superpuissance mondiale. Ces rêves sont en suspens. Et maintenant, on est dans un Moyen-Orient multipolaire, dans un monde multipolaire. Oui, et c'est pour ça que je dis que Netanyahou serait le perdant, clairement le perdant, et c'est ce qui doit arriver. Je suis tout à fait d'accord avec ça, parce qu'il a conduit tellement de gens vers la mort et la destruction, et qu'il a foutu en l'air toute la région à cause de ses ambitions. Donc ça me va que ça se produise, parce que ce serait bon pour le pays, pour le peuple d'Israël. Beaucoup d'entre eux ont déjà payé le prix de ces fautes. Oui, enfin bref, à part ça, peu importe. Finissons-en et voyons l'étendue des dégâts, parce qu'il y en a beaucoup. Travaillons sur les décombres et réparons ce qu'on peut. Mais surtout, ne rendons pas les choses encore pires. Colonel, j'ai une question pour vous. Il y a quelque chose que j'ai encore du mal à bien comprendre. Pourquoi les Émirats arabes unis? Et pourquoi à ce point-là? Je comprends que l'Iran est vraiment en colère contre les Émirats. Ils ont d'ailleurs publié un communiqué hier. D'abord, ils ont nié avoir attaqué les Émirats. Mais honnêtement, je pense qu'ils l'ont fait. Ensuite, ils ont critiqué les Émirats pour s'être rapprochés d'Israël, pour avoir des intérêts américains et israéliens ici, et pour leur avoir permis de renforcer leur présence militaire sur place. On sait qu'il y a une base américaine, mais je pense qu'ils parlent surtout du renforcement israélien, avec le dôme de fer et tout le reste. Voilà une première raison. Et la deuxième, c'est qu'ils considèrent les Émirats arabes unis comme leur meilleure option pour s'en prendre aux États-Unis, sans les attaquer directement et sans les pousser à réagir militairement. Donc en coulisses, ils se disent sans doute « D'accord, quelle est la meilleure façon de montrer aux États-Unis qu'on est prêt pour la guerre, qu'on ne plaisante pas, mais sans les forcer à intervenir, sans tomber dans le piège de l'escalade, ou si on coule un navire de guerre américain, ou si on en endommage un, alors les États-Unis seraient obligés d'entrer dans le conflit. » Et je pense que, pour eux, la meilleure option, avec un minimum de conséquences négatives,
ce serait de ne pas frapper le Golfe. Parce que beaucoup de pays du Golfe discutent avec l'Iran. Ils essaient d'améliorer leurs relations avec Téhéran. Ce qui est frappant, c'est qu'ils ont visé ce qu'ils considèrent comme la partie la plus dure du Golfe, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Et évidemment, ils ont choisi les Émirats. C'est comme ça que je le comprends. Mais j'ai été assez surpris. Je ne sais pas, peut-être que toi aussi, je ne sais pas si tu as été surpris par l'ampleur de l'attaque. L'opération Freedom vient tout juste de commencer. Ils n'ont pas attaqué seulement 2 ou 3 navires, ils en ont visé environ 5, la plupart appartenant à des Émiratis ou situés dans des ports émiratis. Et ils ont frappé Fujairah, ce qui pour moi est sans doute la plus grande surprise. Oui, je dois dire que ça m'a un peu surpris aussi. Mais pour toutes les raisons que vous venez de mentionner, c'est logique, c'est rationnel. Si c'est le message qu'on veut faire passer, c'est clairement une meilleure façon de le faire que d'attaquer directement les États-Unis. Et je pense même que s'en prendre à l'Arabie saoudite, c'est aussi un seuil plus bas, pour plusieurs raisons politiques et à cause de la perception des relations aux États-Unis. Beaucoup de gens aux États-Unis parlent sans arrêt de l'Arabie saoudite, de ceci, de cela, peu importe. Ils parlent beaucoup moins des Émirats arabes unis. Donc c'est une cible de moindre valeur, je dirais, du point de vue américain, mais l'Arabie saoudite, elle, serait une cible plus importante. L'Arabie saoudite, c'est aussi un peu plus dangereux, parce qu'elle pourrait répondre militairement. Les Émirats aussi, bien sûr. Mais l'Arabie saoudite, évidemment, a une armée bien plus importante que celle des Émirats, d'après ce que je comprends. Donc ce serait peut-être un risque plus grand pour l'Iran d'impliquer les Saoudiens. Je pense que l'Iran connaît bien les Émirats, ou du moins, je ne crois pas que les Émirats réagiraient seuls. Beaucoup de gens disaient que les Émirats devraient le faire pour montrer une forme de dissuasion. Mais à mon avis, les conséquences seraient énormes pour eux. Tout le modèle des Émirats, toute leur image, tout le pays, repose sur cette idée de sécurité, de stabilité, de tourisme, avec 90% d'expatriés. Les Émirats ne peuvent tout simplement pas se permettre une guerre. L'Arabie saoudite, aucun pays du Golfe, je pense, ne veut la guerre. Mais l'Arabie saoudite a une tolérance plus élevée face à un conflit. C'est aussi un pays beaucoup plus grand, avec beaucoup plus de cibles potentielles, une armée bien plus importante et une dépendance moindre aux expatriés. Oui, je pense la même chose. En fait, les Émirats arabes unis avaient un peu les mains liées, parce que je suis sûr qu'ils étaient très en colère et que beaucoup de gens voulaient réagir. Mais je crois qu'il est aussi clair que l'attaque iranienne était limitée et que s'ils l'avaient voulu, ils auraient pu causer des dégâts bien plus importants. Et s'il y avait eu une contre-attaque, les Iraniens auraient sûrement répliqué aussi. It would have been a losing position for UAE. So I think that they unfortunately made the right call here. That's why it's important that we find some face-saving way to get this deal over with for everybody. You know how every country has their influences. Vous savez, chaque pays a ses partisans, ses influences. Vous voyez le genre America First, MAGA, quoi que fassent les États-Unis, on les soutient. Iran d'abord, vive l'Iran, vive le régime islamique. Quoi que fasse le régime, on les soutient. Et évidemment, les Émirats arabes unis ont aussi leur propre soutien. Je me souviens avoir vu tous ces tweets. Quelqu'un m'avait envoyé des captures d'écran, je ne sais pas si vous les avez vus. Des messages du genre « L'Iran va payer. L'Iran va passer une journée horrible. Le 28 février de l'Iran, c'est aujourd'hui. L'Iran ne sera plus le même ce soir. » Donc, c'était plein de tweets d'influenceurs, en gros, qui laissaient entendre que soit les Émirats allaient détruire l'Iran, soit que les États-Unis et Israël allaient l'attaquer. Tout le monde avait cette impression, surtout aux Émirats. Ils se disaient « Oh mince, l'Iran va se faire anéantir. Ils ont dépassé les bornes. » Et j'ai du mal à imaginer ce qu'ils ressentent maintenant.
Après tout ça, alors que Trump ne mentionne même pas les Émirats. Franchement, j'ai de la peine pour le pays. Mais du point de vue des influenceurs, ils doivent être. Je vais vous dire, j'ai entendu parler d'un type en particulier qui a une bonne source aux Émirats arabes unis. Il pensait que ça allait arriver. En fait, il pensait que ça allait arriver demain, le 7 mai. Et ça pourrait encore arriver. Ça pourrait encore se produire. Ça pourrait encore arriver. Mais c'est ce que certaines personnes aux Émirats arabes unis pensaient. Elles s'attendaient à ce que ça se produise. Mais ça, c'était avant les 2 publications de Trump sur Truth Social. Donc, ça semble les avoir au moins potentiellement contrariés. Vous savez, on ne peut jamais prendre ce que dit Trump au pied de la lettre, pas du tout. Alors, c'est peut-être une opération de diversion, c'est tout ce que je peux dire. It may be a deception operation, all I know.